Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Anne-Marie Kofi Kouadio, docteur en droit, Oumar Diop, consultant finance, Alfred Tchongo, éditorialiste, nous accompagne depuis le début de cette émission. Merci à vous, merci d'être resté sur ce plateau. Place à notre Zoom culture et société consacré aujourd'hui aux enfants de plus en plus nombreux à vivre dans la précarité. Les crises économiques et les contextes de récession qui perdurent partout dans le monde ne cessent d'accroître les inégalités et de fragiliser les plus vulnérables. Les enfants sont les premiers à subir la précarisation de la cellule familiale et sur le continent africain, ils sont près de 250 millions, soit 2 enfants sur 3 à être privés du minimum nécessaire pour la survie. Illustration en République du Congo dans ce reportage de Deva Panzo. La malnutrition chronique touche environ 17% des enfants de moins de 5 ans en milieu urbain contre 28% en milieu rural. En effet, les enfants congolais sont privés de plusieurs droits. 75% sont privés de leur droit de protection, 69% du droit à la santé et 63% du droit au développement de l'enfant. Parmi les enfants de 12 à 23 mois, seulement 26% ont reçu des vaccins contre les maladies cibles du programme élargi de vaccination, alors que de gros investissements y ont été affectés. Si les vaccins qui sont pratiqués à l'hôpital, pendant que le nourrisson et la maman sont encore au sein de la formation sanitaire, un taux de couverture satisfaisant, mais lorsque la maman et le bébé sortent de l'hôpital, que la maman doit aller faire vacciner l'enfant à l'hôpital en faisant des va-et-vient, il y a des déperditions qui se font en cours de route, à tel point que nous atteignons une couverture vaccinale complète de 26%. Les défis sur la protection de l'enfant demeurent nombreux. La malnutrition chronique touche encore 17% des enfants de moins de 5 ans en milieu urbain, contre 28% en milieu rural. Mais on a noté la baisse du taux de mortalité infantile qui est passé de 75 décès pour 1000 naissances en 2005 à 36 décès seulement en 2015. Au niveau de l'éducation, le taux de fréquentation scolaire est de 97% au primaire, avec une parité parfaite. Je puis vous assurer que l'État a la volonté et la capacité d'améliorer la situation de la population congolaise en général et celle des enfants du Congo en particulier. Toutefois, le gouvernement est conscient que de nombreux défis persistent et qu'un grand nombre d'indicateurs sociaux restent à améliorer. Cette enquête, la première réalisée au Congo, a permis d'évaluer les actions déployées par différents partenaires sur le terrain, et ce en matière d'éducation, de santé, de protection des enfants, d'eau, d'hygiène et assainissement. Malgré les progrès accomplis au cours des 10 dernières années pour améliorer la situation des enfants, un grand nombre d'indicateurs sociaux demeurent cruciaux. Alors au-delà de la République du Congo, c'est une problématique bien sûr mondiale, mais il est vrai qu'elle concerne plus particulièrement l'Afrique où les enfants pourraient constituer près de la moitié des plus pauvres de la planète d'ici 2030. Anne-Marie Kofi Kouadio, comment se fait-il qu'encore aujourd'hui, le continent ne parvient toujours pas à régler cette situation ô combien dramatique? Je pense que le dénominateur commun de ce qu'on vient de voir, c'est la pauvreté, qui résulte aussi de la transparence et de la gestion de nos deniers publics. Comment se fait-il qu'il y a un ministère de la famille et de l'enfant, ça existe dans tous les ministères de tous les pays, et les enfants n'arrivent pas à subvenir aux besoins des enfants. D'abord, il faut sensibiliser les parents. Il faut une sensibilisation. Il y a des gens qui n'ont pas assez de moyens, mais qui font autant d'enfants. Donc, comment s'occuper de ces enfants-là si on n'a pas assez de moyens? Un enfant, c'est un budget. On ne fait pas les enfants parce qu'il faut en faire. Donc, il y a quelque chose à faire au niveau du contrôle des naissances. Oui, contrôle des naissances, mais avec la volonté des gens. On ne peut pas leur imposer on ne peut pas leur dire, bon, faites 2 enfants, faites 3 enfants. La Chine l'a fait, hein, pour contrôler, hein, quand même. Oui, contrôler, mais ils sont plus nombreux que les gens qui ne contrôlent pas. Donc, est-ce que contrôler, c'est la solution? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut sensibiliser et puis dire aux gens qu'un enfant, ça bouleverse la vie. Quand on fait un enfant, on n'est plus comme avant. On prépare l'avenir, c'est un package. L'enfant, il naît, il faut en prendre soin, il faut préparer son avenir, ses études, tout ça, c'est un budget qui est là. On ne fait pas un enfant. Et il faudrait aussi, la sensibilisation doit aller loin.
En Afrique, quelqu'un va faire un enfant pour dire « Ah oui, mais tu sais, tu es l'homonyme de mon enfant. » On ne compte pas sur l'autre pour faire son enfant. Quand on fait l'enfant, il faut en assumer. L'autre peut être une aide subsidiaire, mais à titre vraiment subsidiaire. C'est-à-dire que l'aide subsidiaire, soit faite ou pas, tu peux t'occuper de ton enfant ou de tes enfants. Mais compter sur autrui pour faire les enfants, je ne pense pas que ce soit bien. Et il faut aussi mettre en place peut-être des orphelinats ou des structures, des ONG. Je pense que les gens font ce qu'ils font, mais ils sont débordés. Mais l'État aussi, nos autorités étatiques doivent se poser la question, mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Parce que leurs enfants ne se trouvent pas dans les mêmes situations. Comment se fait-il que les gens qu'ils gèrent ont leurs enfants dans cette situation? Il faut se poser la question. Alfred. Moi, mais vous interviendrez, Diop. Je reste perplexe. Hein. Le chiffre est important. Nos chefs d'État ont l'habitude de dire mais la jeunesse africaine, la jeunesse africaine, la jeunesse. Mais la petite enfance n'est pas prise en compte, la santé maternelle n'est pas prise en compte, malgré tous les programmes nationaux, internationaux qui ont été mis en place pour justement favoriser la prise en charge de la petite enfance et de la mère. Et on a encore des cas de malnutrition aujourd'hui, c'est quand même assez effarant. Ça voudrait dire effectivement que les priorités des États ne sont pas placées là où elles doivent être. Qu'on consacre beaucoup de budget dans l'armée, plus que justement dans la santé infantile ou la santé maternelle. Donc pour moi, ça c'est un gros problème. Ensuite, il faut dire quand même aux hommes africains que faire des enfants, c'est pas un loisir. Vous partez, vous êtes déçus. Heureusement que c'est un homme qui en parle. Hein. Bagatelle. Vous revenez, bagatelle. Et puis vous vous retrouvez avec une ribambelle d'enfants. Ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal parce que vous n'êtes pas capable d'assumer cette responsabilité-là. Au fond, aujourd'hui, les Africains continuent à fonctionner, en tout cas ceux dès ces années, continuent à fonctionner comme vivaient nos parents. Nos pères, à l'époque où ils faisaient beaucoup d'enfants, avaient les moyens de les prendre en charge. Mais aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Ça n'est plus le cas. Et donc, il faut cette responsabilité des hommes, responsabilité des femmes, responsabilité des États pour limiter aussi, moi j'irais carrément vers là, limiter le nombre des enfants par couple. Alors, toute une question qui a fait polémique ces derniers mois. Macron. Alors moi je pense que déjà c'est triste si 30 ans, si 50 ans, 60 ans après les élections nous sommes toujours dans cette situation. C'est triste. Nous avons l'UNESCO, qui est parti en Afrique, nous avons l'UNICEF, nous avons plein d'ONG internationales qui s'occupent de cette problématique, le PNUD, etc. Mais le problème, il est toujours là. Donc ça veut dire que les Africains doivent prendre leurs responsabilités. Prendre sa responsabilité ne signifie pas prendre les armes. Il faut que nous réfléchissions à ce que ces organisations ils font. C'est très important d'avoir cette culture de diagnostic, d'évaluation de ce qui est en train d'être fait et pourquoi ça ne marche pas. Ça, c'est la première problématique. Et la deuxième chose, c'est au niveau des politiques publiques. La première chose pour un enfant, c'est d'avoir un droit à l'identité quand il est né, il est inscrit à l'état civil, il est inscrit à l'école, ou si c'est une école coranique, etc. Alors que ce n'est pas le cas. Même au Sénégal, par exemple, on voit des enfants jusqu'à 7 ans, ils n'ont pas d'extrait de naissance, ils n'ont jamais été à l'école, ils sont comme ça. Et cet enfant-là, on ne prépare pas son avenir. Et c'est très important de la naissance jusqu'à 5 ans que son avenir soit assuré. Parce que de la première année jusqu'à la 5 ans, les facultés mentales, physiques, etc., c'est là que ça se développe. Alors que les enfants, on ne les donne pas toutes ces chances-là. Il y a toutes ces problématiques-là à poser au niveau des organisations internationales qui sont en Afrique, qui s'occupent des Africains. Alors, mais ces problématiques-là figurent déjà à l'ordre du jour pour les organisations internationales. C'est plutôt peut-être au niveau des dirigeants africains. C'est justement pour ça que je vous ai dit, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Donc, prendre ses responsabilités ne suffit pas prendre ses armes. Prendre ses responsabilités, c'est de poser d'abord ces questions. Se mettre sur une table avec ces gens-là, mais ce qu'on a fait, ce qui n'a pas marché, pourquoi on est là? Soyons pragmatiques. Si on fait quelque chose pendant des années et ça ne marche pas, ça veut dire que ce n'est pas bon. Il faut que ça soit... Je reviens quand même sur ce que j'ai dit. C'est vraiment la responsabilité des hommes africains. C'est exactement la responsabilité des hommes africains
vous n'avez pas de travail, mais vous aimez la bagatelle, vous faites tout le temps les enfants. C'est ça le vrai problème. Alors, Alfred, ça demande quand même un changement de mentalité. Ah non, d'abord au niveau individuel. Voilà, mais ça demande quand même une politique publique, un accompagnement étatique vers... Alors tout à l'heure, on a cité l'exemple de la Chine, mais je pense qu'il faut faire extrêmement attention sur ces sujets-là, parce que les réalités sociales ne sont pas du tout les mêmes. Moi, je pense qu'au Sénégal, aujourd'hui, quand on pose ces débats-là, le jour où la personne pose ces débats, ça risque de faire du bruit. C'est un débat les familles polygames en plus. Alors, effectivement, c'est un débat extrêmement délicat et du coup, qui nécessite un accompagnement, toute une pédagogie peut-être. Voilà, en tout cas, la question mérite d'être opposée. Tout à fait, mais on est tout à fait d'accord sur ce point-là. Simplement, c'est ceci. Là, on voit déjà la petite enfance, c'est compliqué. On a les enfants de rue. Parce que les familles n'arrivent pas à les nourrir, on leur trouve toutes les raisons possibles pour les chasser de la famille. Ils deviennent des délinquants plus tard dans la rue, ils dorment dans la rue, etc. Et ça veut dire justement qu'il y a un problème d'abord de responsabilité individuelle personnelle des hommes et des femmes, mais surtout des hommes. Les États doivent mettre en place des politiques familiales, on est tout à fait d'accord, et c'est donner les moyens de ces politiques-là. Mais c'est rare, effectivement, il faut avoir le courage de sa politique, de dire, mais enfin, on regarde quelle est la moyenne d'enfants par famille en Afrique. C'est 4 enfants. Dans certains pays, c'est 7 enfants. Et alors qu'on n'a pas les moyens de les nourrir, justement. C'est pourquoi je dis qu'il faut limiter cela. D'autant que, malgré les possibilités, les potentialités de l'Afrique en termes agricoles, en termes minières, etc., de ressources, nous ne sommes pas capables d'arriver déjà à cette autosuffisance alimentaire pour permettre que, ne serait-ce que cet enfant qui naisse, puisse manger, vivre dans des bonnes conditions. Nous ne sommes même pas capables de leur payer la santé infantile à la naissance. Pourquoi continuer à faire des enfants dans ces conditions-là ? Anne-Marie. Moi, je voudrais ajouter quelque chose qui est très important, c'est-à-dire, M. Diop a tout à l'heure parlé des décisions qui sont prises par des politiques publiques en adéquation ou en concertation avec les organisations internationales. Mais c'est le problème... Je ne sais pas ce que j'ai dit exactement. Bon, si ce n'est pas ce que vous avez dit, moi, en tout cas, je vais faire une adéquation. Est-ce que les décisions qui sont prises par nos chefs d'État ou les représentants de nos États au niveau institutionnel, international, sont adaptées à nos réalités? Parce que ce sont des décisions qui s'appliquent aux familles occidentales. Il n'y a pas de polygamie. Chez nous, il y a la polygamie. Un homme peut avoir, c'est selon les croyances, 4 femmes, 5 femmes, 6 femmes. Et ce qui est pris en Occident, pour que ça soit être transposable ou transposé en Afrique, il y aura problème, parce que ce n'est pas la même chose. Donc, il appartient à nos États de définir des politiques familiales qui nous correspondent. Mais comment le faire? C'est à eux qui ont pris la responsabilité de nous diriger et donc il leur revient de trouver la solution. Un dernier mot, Oumar Diop. Moi, je pense qu'il n'y a pas de développement universel, il y a juste des situations qui sont adaptées. La Chine a eu son modèle, la France a eu son modèle. On doit avoir le modèle africain, typiquement africain, accès à nos réalités. Moi, je pense qu'on a eu beaucoup de retard. Ça rejoignait tout à l'heure ce que j'ai dit, c'est le retour de nos États au niveau national. Un enfant, le premier droit, c'est d'abord l'école, l'inscrire, etc. Même au niveau du terrorisme qu'on vient de dire, même pour un djihadiste, c'est extrêmement plus facile de recruter des gens comme ça. Parce qu'ils n'ont pas été sensibilisés, ils n'ont pas été à l'école. Donc il faut travailler sur l'éducation des enfants. Il faut que nos politiques soient des politiques qui sont adaptées à nos réalités, qu'ils soient beaucoup plus lucides, notamment même au niveau de la scène internationale. Je pense qu'on n'est pas assez courageux parce qu'on donne des décisions ailleurs, mais on les applique facilement en Afrique. Et forcément, ça pose problème et ça rejoint effectivement ce que tu disais. Tout à l'heure. Malheureusement, on n'a pas le temps de poursuivre ce débat, mais c'est vrai qu'on a beaucoup débattu autour de la natalité, mais on peut se dire quand même, s'il y avait du travail pour tout le monde, s'il n'y avait pas la guerre, s'il n'y avait pas tout ça, finalement, on pourrait faire autant d'enfants que l'on veut, ou presque, il n'y aurait pas de problème. Alfred, un dernier mot. Voilà, dans un monde idéal, effectivement, comme ça,
la question ne se poserait même pas. Malheureusement, la réalité est telle que nous sommes obligés justement de constater qu'il y a beaucoup trop de failles dans l'absence des politiques ou dans les politiques de la famille qui sont mises en place en Afrique. Merci beaucoup Alfred pour toutes vos précisions. Anne-Marie Kofi-Kouadio, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. Merci à vous également Oumar Diop d'avoir été là. Merci et bonsoir. Donc, Oumar Diop, consultant finance, et Anne-Marie Kofi-Kouadio, docteur en droit. Quant à nous, on se retrouve demain. Merci de nous avoir suivis.